Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. Les experts de l'IDRI nous éclairent sur les enjeux de la transition vers un monde plus durable. Coup de projecteur aujourd'hui sur une expression qu'on entend souvent au moment des négociations climat. C'est une notion qui devient de plus en plus centrale alors que se multiplient les catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique. Dans les COP en particulier, il est beaucoup question des pertes et dommages, loss and damage en anglais dans le texte. On parle de pertes et dommages quand les moyens de subsistance d'une communauté, d'une population sont durablement affectés, voire détruits, à cause, par exemple, d'une sécheresse persistante ou de la montée du niveau de la mer. Qui est concerné par ces pertes et dommages ? Qui doit être aidé ? Qui doit payer ? En creux se pose la question de la responsabilité qui a provoqué ces dérèglements climatiques majeurs. Sujet central, complexe et déjà vital pour certains sur Terre. Celle qui va tout vous expliquer, ou presque, sur les pertes et dommages, c'est Lola Valéjo, directrice du programme Climat de l'IDRI. C'est parti. Bonjour Lola Valéjo. Bonjour Sophie Larmoyer. Les négociations internationales sur le climat, vous connaissez très bien, vous y participez en tant qu'experte. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer, mieux que je ne l'ai fait, ce que sont les pertes et dommages concrètement, en partant peut-être d'un exemple ? Un exemple récent qui a marqué les imaginations, c'est le Pakistan, dont un tiers du pays a été recouvert par des inondations à l'été dernier, causant près de 30 milliards de dollars de pertes d'après la Banque mondiale. Et finalement, les pertes et dommages, c'est ça, c'est toutes les pertes liées aux impacts observés du changement climatique, le changement qui est déjà là, mais aussi le changement climatique à venir, donc les risques potentiels. Et c'est à la fois un sujet scientifique, qui est dans les rapports du GIEC depuis 2018, mais aussi au niveau politique, dans les négociations internationales. Peut-être une autre façon de le définir, c'est que les pertes et dommages, c'est en quelque sorte la résultante de deux vases communicants, qui sont l'atténuation, c'est-à-dire les efforts qu'on fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est une forme de prévention finalement, ça limite les événements climatiques extrêmes. Et aussi l'adaptation, c'est-à-dire on se prépare aux impacts du changement climatique. Donc ce à quoi on ne peut pas s'adapter, on ne peut pas faire face, ce sont les pertes et dommages. Finalement, moins on fait d'efforts pour limiter les impacts, plus ces impacts-là seront forts. L'idée, c'est de mettre en place un système pour aider les pays qui subissent ces pertes et dommages, mais pas tous. Qui est éligible pour recevoir cette aide ? Alors, depuis 2013, on a un mécanisme dédié dans le cadre des négociations internationales qui parle du fait que les pays en développement particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique sont ceux qui seraient les plus à même d'être compensés quelque part. Traditionnellement, dans les négociations, on entend beaucoup par là les pays les moins avancés, dont la plupart sont en Afrique, mais aussi les petits États insulaires en voie de développement qui sont très mobilisés sur cette question depuis les débuts de négociations internationales. Et le Pakistan, par exemple, n'en fait plus partie. Il en a fait partie, il n'en fait plus partie. Non, le Pakistan n'a pas fait partie des pays les moins avancés parce que, comme le Nigeria par exemple, on considère que son économie est trop importante, trop large. Mais il y a effectivement des pays qui avaient ce statut et qui l'ont perdu parce que leur richesse par habitant a dépassé un certain seuil. Il y a aussi d'autres pays qui sont concernés par les inondations mais n'ont jamais été dans cette catégorie, comme la Floride par exemple. Beaucoup d'inondations mais le pays le plus riche du monde. C'est une question très politique. C'est pour ça qu'elle est devenue centrale dans les négociations climatiques, notamment au sein des COP annuelles. Mais ça fait longtemps déjà qu'on parle de ces pertes et dommages. Oui, c'est une question qui a été mise à l'agenda, notamment par les petites îles en voie de développement dès le début des 92 de la Convention. Mais à l'époque, on n'avait pas vraiment assez de matériaux techniquement et scientifiquement. Mais c'est une question qui a monté depuis, notamment parce qu'on a pris énormément de retard et pour l'atténuation, c'est-à-dire que les émissions ont continué d'augmenter, et on sait aussi qu'on ne fait pas assez pour s'adapter aux effets du changement climatique. Donc mécaniquement, c'est un sujet de plus en plus légitime, parce que on n'en fait pas assez sur les deux autres plans. Et tout se cristallise, comme souvent, autour des questions de financement. Oui, tout à fait. Un des objectifs emblématiques de ces négociations internationales, c'était la promesse de mobiliser 100 milliards de dollars par an, qui a été prise en 2009 à Copenhague, et qui n'avait pas été tenue à la date qu'on s'était fixée de 2020. On est aujourd'hui à 83 milliards environ. Donc on s'est retrouvé à la COP26 de Glasgow à un moment vraiment central sur cette question et beaucoup de pression politique pour traiter cette question. Donc un groupe de travail pour parler enfin, pour la première fois, des financements des pertes et dommages
Et ensuite, c'est une question qui a continué de monter à la COP suivante, la COP égyptienne, qui a connu des résultats très importants. D'abord, on a reconnu que les pertes et dommages étaient importantes et allaient continuer à grandir. Et les pays développés ont repris à leur compte l'idée que les besoins de financement additionnels étaient réels et qu'on avait besoin de créer un nouveau fonds, ce qui était une vieille demande en fait des pays en développement depuis surtout 2-3 ans. Deux choses ont en particulier aidé à ce résultat. D'abord, j'en ai parlé, mais la base scientifique du GIEC, elle est devenue beaucoup plus explicite que par le passé sur la question des pertes et dommages. Encore une fois, le concept n'est pas nouveau, mais on a repris la terminologie des négos dans les derniers rapports depuis 2018 et encore plus en 2022. Il y a une stratégie politique très forte avec un front très uni de l'ensemble des pays en développement pour faire de l'établissement d'un fonds une condition sine qua non d'un succès à Sharm el-Sheikh en Égypte à la COP27. Et cette mobilisation très forte a aussi été doublée par une grosse mobilisation de la société civile pour des raisons de justice climatique avec des impacts très marquants, évidemment les inondations au Pakistan qui étaient dans les imaginaires de tout le monde. Et alors où on va les trouver, ces financements additionnels ? Alors la question reste ouverte. Pour l'instant, on a convenu de créer une sorte de groupe de travail qui s'appelle un comité transitionnel, qui va se réunir 4 fois cette année pour réfléchir à l'architecture existante des financements, regarder où sont les écarts et comment est-ce qu'on pourrait chercher à combler le reste. Donc, voilà, non seulement où, mais par quoi on le fait transiter. Peut-être une des choses importantes à garder en tête dans ces travaux, c'est qu'il ne faut pas occulter la question de l'adaptation. Parce qu'à chaque fois qu'on a un événement extrême, par exemple, c'est difficile d'attribuer tous les dommages à cette question de dommages inévitables du changement climatique. Et l'adaptation, c'est justement ce qui permettrait de préparer et de réduire ces impacts-là. Dans cette histoire, Lola Valéjo, qui paye concrètement ? On a déjà évoqué les pays susceptibles de bénéficier de ces aides. Est-ce qu'il existe aussi une liste de pays qui financent les pertes et dommages, une liste de contributeurs en quelque sorte ? Alors dans les négociations internationales, historiquement, c'est les pays, pour dire vite, de l'OCDE, qui sont les contributeurs de même de l'aide publique au développement et de la finance climat. C'est aussi ceux qui ont une responsabilité historique. Le CO2, ça a une longue durée de vie dans l'atmosphère, donc l'industrialisation des États-Unis et de l'Europe, elle est en grande partie responsable du changement climatique qu'on a aujourd'hui, qui est de 1,1 degré. Par contre, la question se pose de quelle place on accorde aux principaux émetteurs actuels. Bon, la Chine est par exemple le premier émetteur mondial depuis 2007. Et il y a des pays émergents qui, en fait, en revenus par habitant, pourraient être classifiés comme donateurs, comme le Koweït, l'Arabie Saoudite, Singapour, mais qui sont dans les négos aujourd'hui encore classifiés comme des pays en développement. Donc beaucoup des pays développés historiques, on va dire, demandent justement à élargir la base de contributeurs. Et alors, qu'est-ce qu'on paye concrètement quand on attribue des pertes et dommages ? Ce qui est important, c'est de voir que ce qu'on paye, c'est un continuum. Il y a finalement toute l'architecture d'aide humanitaire, par exemple, qui est déjà en déficit de 50% d'après l'ONU. C'est aussi quelque chose qui permet de répondre aux impacts du changement climatique. Donc tout ce qui est prévention des risques, réaction rapide lors d'une catastrophe, donc ça c'est les événements extrêmes, mais aussi la réponse à des événements graduels comme la montée du niveau de la mer, c'est des choses qu'on pourrait appeler à financer sous les pertes et dommages, en notant que les événements graduels, c'est vraiment l'impensé de ces réponses-là. Et juste pour revenir sur votre question, sur qui paye, on est en train de réfléchir au fait que l'architecture actuelle, elle est insuffisante et on a besoin de réfléchir à de nouvelles sources de financement. Donc à la dernière COP, de façon très intéressante, on a pour la première fois parlé de créer des nouvelles taxes, par exemple, sur les combustibles fossiles, sur l'aviation, sur le transport maritime, et ça fait partie des solutions à l'étude. Il y a un autre aspect qu'on observe ces dernières années, cette question de la responsabilité d'une partie du monde dans la dégradation rapide du climat pousse certains à saisir la justice. Oui, c'est vraiment une approche tous azimuts sur le sujet. On a à la fois l'approche scientifique dans les négos, on en a parlé, mais de plus en plus, il y a une judiciarisation de la lutte contre le changement climatique et beaucoup de collectivités, de jeunes, voire de personnes âgées, qui attaquent des pays, des mairies ou des compagnies directement en disant qu'elles sont violées leur droit à un environnement sain, leurs droits humains liés aux questions de santé, par exemple. Peut-être l'exemple récent le plus emblématique, c'est Vanuatu, encore une petite île en voie de développement, qui a saisi la Cour de justice internationale
pour lui demander son opinion sur quelles sont les obligations des pays pour réduire les changements climatiques et quelles conséquences si on ne tient pas ces promesses-là. En mettant en avant qu'il y a une importance très forte de l'équité intergénérationnelle, c'est-à-dire le fait que les jeunes générations vont beaucoup plus souffrir des impacts futurs. Une question d'équité géographique aussi. Oui, bien sûr, parce que, évidemment, selon les moyens, on n'est pas tous égaux face à ces dommages-là. Finalement, c'est une approche tous azimuts qu'il faut mener sur ce sujet. Oui, tout à fait. C'est vraiment la direction que prennent les débats sur cette question-là. Et je pense que c'est intéressant de voir que c'est à la fois un sujet inévitable, incontournable de justice climatique, mais c'est aussi un sujet qui peut être utile si on l'utilise comme un aiguillon pour rappeler que c'est important d'avoir plus d'ambition en termes d'atténuation et en termes d'adaptation. Merci beaucoup Lola Valéjo pour ces explications. Je rappelle que vous êtes directrice du programme Climat de l'IDRI. Toutes ces questions, vous les suivez au cœur même des discussions mondiales en cours. Merci, à bientôt. C'est la fin de ce décryptage sur ce qu'on appelle les pertes et dommages dans les négociations internationales, en particulier au sein des Nations Unies. Vous retrouvez tous les podcasts de l'IDRI sur le site de l'Institut ou sur les plateformes en cherchant Cap sur la transition. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur les comptes LinkedIn ou Twitter de l'IDRI, I2DRI. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.